Au sommaire de ce 20h, le lancement officiel des épreuves du BEPC session 2023. Cette année, ils sont plus de 216 000 candidats à prendre d'assaut les salles de classe à Ouagadougou. C'est le gouverneur de la région du centre qui a donné le top départ au lycée Marienne Gouabi. Images et commentaires dans un instant. Deux ministres étaient face aux hommes de médias ce jeudi. La ministre en charge de l'action humanitaire a fait le point de la situation des personnes déplacées internes. Elle s'est également penchée sur les mesures adoptées pour la prise en charge des personnes retournées. Le ministre en charge de la jeunesse, lui, a fait le point sur la mise en place des bureaux de compétences et d'accompagnement dans les universités du Burkina. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La sentence est tombée ce matin et les heures se poursuivent dans la capitale. Un confrère depuis Dakar nous donne plus d'amples informations sur cette journée en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est parti depuis ce matin pour les épreuves écrites des examens du BEPC session 2023. 216 284 candidats sont en liste cette année. À Ouagadougou, c'est le gouverneur de la région du centre qui a ouvert l'enveloppe de l'épreuve de la dictée, marquant ainsi le début de la composition au lycée Marienne Gouabi. Images et commentaires signés Mamidriana Kamabou. C'est au lycée Marienne Gouabi qu'est intervenu le lancement des épreuves écrites du BEPC, brevet d'études du premier cycle. 30 minutes avant de procéder au lancement, le gouverneur de la région du centre et sa délégation ont encouragé les candidats. Il est 7h30. Le gouverneur de la région du centre, Abdoulaye Bassenga, procède à l'ouverture de l'enveloppe hermétiquement fermée. Pour l'examen du BEPC, la première épreuve est la dictée. Le texte retenu est un extrait de l'œuvre « Aujourd'hui je m'en vais » de l'auteur burkinabé Jean-Serge Kaboré. Dictée, 2 points. Une candidate confiante. Il faut dire qu'à ce jour-là, aucune difficulté n'a été signalée à l'heure actuelle. Toutes les dispositions ont été prises pour que ces épreuves-là se déroulent bien. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour la région du centre, aucune difficulté n'a été signalée parce que tous les acteurs, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, ont pris toutes les dispositions pour que les opérations de preuve puissent se dérouler dans des conditions les meilleures. Pour cette session 2023, des innovations ont été apportées à en croire le secrétaire général du ministère en charge de l'Éducation nationale, Ibrahima Sano. Un logiciel a été mis en place afin de permettre une meilleure prise en charge de la gestion des examens et concours. Selon Ibrahima Sano, tout est mis en œuvre afin que tous les candidats puissent prendre part aux examens, même ceux déplacés internes. Ces élèves déplacés internes ont été pris en charge au niveau des différentes régions. Donc vous verrez justement que certains sont dans les familles d'accueil, d'autres également ont été logés par les différentes régions, sous la coordination bien évidemment des différents gouverneurs. Et nous le disons, il y a des mesures d'accompagnement, que ce soit au niveau des vivres. Le ministère a mis en œuvre tout pour que ces élèves déplacés internes puissent bénéficier également des bonnes conditions pour composer. Sur la base des chiffres de la direction des examens et concours, le nombre de candidats inscrits dans la région du centre à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC est de 62 381 candidats. À Bobo-Dioulasso, c'est le lycée municipal Sani Sanon qui a servi de cadre pour le lancement du BEPC session 2023. Et c'est le secrétaire général de la région des Hauts-Bassins qui a procédé à l'ouverture de l'enveloppe contenant les épreuves. C'est un reportage de Joseph Koudrou depuis la ville de Sia.
Les élèves de la classe de 3e composent ce jeudi 1er juin les épreuves du brevet d'études du premier cycle. C'est le lycée municipal Sanis Sanon de Bobo-Dioulasso qui a servi de cadre pour le lancement des épreuves dans la région des Hauts-Bassins. Certains candidats se disent prêts pour les différentes compositions. Ouais, ça va. Et puis, on s'est bien préparé. Je sais que ça va aller. Inch'Allah. Non, je n'ai pas peur. J'ai confiance en Dieu. Ouais. Bon, en tout cas, on ne se plaint pas. En tout cas, selon moi, je suis prête. Je sais que je suis capable. Bon, toutes les matières sont faites pour être bossées, en tout cas. Donc, je ne vois pas. Des conseils et encouragements ont été prodigués par Mme Mariama Konaté, secrétaire générale de la région des Hauts-Bassins, à l'endroit des candidats avant le lancement des épreuves. À 7h20, c'est l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves de la dictée. Ce jour est important pour les candidats, les enfants. Ce jour est également important pour nous, autorités de la région, autorités administratives, parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu et il était de bon ton que nous puissions venir les encourager vraiment et leur donner des conseils pour que lors de l'administration des épreuves, aucun enfant n'ait des ennuis. Leur demander de suivre les conseils qui leur ont été donnés et surtout les consignes qui leur ont été données. Une session qui se déroule sans difficulté, se réjouit M. Frédéric Alman d'Almeida, directeur régional de l'enseignement post-primaire et secondaire. Mes équipes et moi sommes à pied d'œuvre depuis bien longtemps et cela nous permet aujourd'hui de dire que l'adrénaline va commencer à descendre parce que c'est parti. Tout a été mis en œuvre, autant sur le plan organisationnel, autant sur le plan sanitaire, autant sur le plan sécuritaire, pour que nous ayons une session qui se déroule dans la quiétude, dans de bonnes conditions pour le succès de nos apprenants. Nous avons des cas d'élèves déplacés internes et les conditions ont été créées aussi pour que tout le monde soit véritablement à l'aise afin que le stress ou une inquiétude particulière ne dérange personne. Dictée, une candidate confiante. Une candidate confiante, c'est le titre de la dictée proposée. Les Hauts-Bassins comptent cette année 35 229 candidats avec plus de 57% de filles et 42% de garçons. Certains centres d'examen ont été délocalisés pour raison d'insécurité. Nous en venons à la traditionnelle conférence de presse du gouvernement. La ministre en charge de l'action humanitaire annonce que 20 457 ménages de déplacés internes ont regagné leur localité à la date du 23 mai 2023. Selon Nandi Somé, un paquet de mesures est adopté pour la prise en charge de ces personnes retournées. Le ministre en charge de la jeunesse a quant à lui fait le point de la mise en place des bureaux de compétences et d'accompagnement dans les universités du Burkina. Selon ses explications, à la date d'aujourd'hui, les travaux ont démarré à partir de l'université de Fadangouma et des échanges sont en cours dans les 14 autres universités. Yassine Sawadgo, Cheikh Omawe Drago pour plus de détails. La nouvelle dynamique de la transition relative aux personnes déplacées internes est d'assurer leur retour effectif dans les zones de départ. Ce processus, déjà enclenché et étant à l'ordre du jour, a permis de réinstaller dans cette région du Burkina Faso 20 457 ménages, soit plus de 125 000 personnes dans leur localité, fait savoir la ministre en charge de l'action humanitaire, Nandi Somé. Et des dispositifs sont pris pour accompagner les PDI retournés et faciliter leur réinsertion. Le gouvernement a conduit une première évaluation multisectorielle des besoins des PDI retournés dans certaines localités de retour. Cette évaluation se poursuivra dans toutes les zones et l'objectif est de faire le point des besoins urgents en terres cultivables, les besoins en intrants agricoles, l'état des lieux des infrastructures éducatives et de santé ainsi que des points d'eau. Il est envisagé le retour de l'administration, le soutien en vivres et en matériel essentiel, l'appui en intrants agricoles pour booster la production agricole, la réhabilitation des points d'eau, la réhabilitation des infrastructures éducatives et sanitaires, en somme, le retour à une vie normale, paisible dans toutes les contrées de notre pays.
Quant aux autres personnes déplacées qui ne peuvent pour le moment pas regagner leur localité, l'assistance humanitaire sera renforcée à leur profit. Les besoins qui urgent en ce début de saison hivernale restent principalement la question du logement. C'est vrai que dans le cadre de la prise en charge des PDI, nous avons privilégié le relogement par les familles d'accueil, mais avec la saison des pluies qui s'annonce, cela nécessite le renforcement des capacités des familles en tente et à ce sujet, nous sommes dans la dynamique d'une acquisition urgente de tentes car le besoin est énorme à l'heure actuelle. Deuxièmement, le renforcement de l'assistance humanitaire par l'accroissement et la régularité des ravitaillements en vivres, en équipements divers et en produits nutritionnels dans les zones fragiles. À titre illustratif, 21 494 tonnes de vivres ont été livrées par voie aérienne et terrestre aux populations de plusieurs localités. Toute l'assistance humanitaire est évaluée à plus d'une vingtaine de milliards et l'État a déjà déboursé plus de 5 milliards dans cette prise en charge, précise la ministre Nandi Somé. Son collègue en charge de l'emploi Boubacar Savadgo est revenu sur la mise en place des bureaux bilan de compétences et d'accompagnement qui seront bientôt opérationnels dans les universités. Ces bureaux de l'Agence nationale pour l'emploi vont s'occuper du bilan de compétences et aussi assurer l'accompagnement des étudiants vers l'orientation et l'insertion professionnelle. Il va consister en 3 phases, explique Boubacar Savadgo. Il y a une première étape qui est la phase diagnostique ou de recueil des besoins, des aspirations et le vouloir de l'étudiant. À partir de cette phase préliminaire, le conseiller va mettre en place un parcours qui va demander à l'étudiant de faire non seulement des recherches, mais il va aussi recevoir des informations sur les possibilités qui lui sont offertes sur le marché du travail, les possibilités qui lui sont offertes au niveau des services publics d'emploi, au niveau de toutes les structures d'appui à l'employabilité au sein de notre ministère, au sein des projets, programmes qui existent au niveau du pays. Boubacar Savadgo, chargé également des questions de sport, a ajouté que la rénovation du stade Sangoulé Lamizana va démarrer en 2024, date à laquelle le budget sera disponibilisé. Au cours de cet exercice, le ministre en charge des sports s'est prononcé également sur des questions d'actualité sportive, dont la polémique autour des défauts de paiement des entraîneurs. Boubacar Savadgo a donné de plus amples informations sur les tenants de leur contrat d'objectif. On l'écoute dans cet extrait. Alors j'avais estimé que c'était à l'entraîneur de communiquer face à la polémique pour s'expliquer, parce que ces contrats ne sont pas signés avec moi et je n'ai pas le droit de divulguer ces contrats et autres. Et puisque la question est là, je ne me défonce pas. Et l'entraîneur a promis de le faire, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas une question comme ça a été traité, que je suis assassin ou je suis affameur des gens. Non. Reprenez ces contrats et vous lisez. Nulle part il n'est dit que le contrat est payé par mois. Mois par mois, non. Ils ont des échéances avec leur contrat d'objectif. Et l'entraîneur, il le confirmera ou pas, il répondait à cette question et en précisant que c'est 11 mois qui doivent être pris ou qui sont pris pour son contrat d'objectif en cours. Parce qu'il y a eu une polémique où il est ressorti que c'était 15 mois. Et lorsque je m'étais adressé à eux, ils ont dit non, monsieur le ministre, non, on ne reconnaît pas 15 mois, c'est 11 mois. Et quand on lui pose la question, il répond là-dessus. Mais à aucun moment, pourquoi nous allons mettre tous les moyens pour qu'ils se préparent, pour qu'on soit avec eux, eux-mêmes le disent sur les antennes, et maintenant qu'on les a affamés. Et un contrat d'objectif, c'est ça. L'entraîneur des étalons est dans la même situation, avec plusieurs mois qu'il a travaillé, mais il sait quand est-ce qu'on va le payer. Et je veux profiter de ce micro pour rassurer encore, comme je l'ai fait, l'entraîneur des U17 pour lui dire, non, un contrat d'objectif c'est terminé, il a fait du très bon boulot, nous voulons continuer avec lui. Il n'y a pas besoin qu'il soit fragile ou qu'il se fragilise ou qu'il cherche quoi que ce soit. Nous lui faisons confiance pour aller au mondial. Et ces négociations vont encore avoir lieu.
À présent, feuilletons le bulletin d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. 3 opérations d'envergure ont été menées par les forces de défense et de sécurité ainsi que par les volontaires pour la défense de la patrie. Dans le mois de mai, il s'agit notamment des opérations RAID du Nord, Ompompo dans le centre-ouest et Boulgoudou dans le centre-est. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et récupérer de l'armement et des moyens roulants. On fait le point avec Maxime Jean de Bambara. Selon la direction de la communication des relations publiques des armées, 3 opérations d'envergure ont été menées au mois de mai par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. Il s'agit notamment des opérations RAID du Nord, Ompompo dans la région du centre-ouest et Boulgoudou dans le centre-est. Conduite du 26 au 30 mai, l'opération RAID du Nord avait pour but d'aseptiser, selon la direction de la communication et des relations publiques des armées, les alentours de la ville de Waiguya. Elle a donc concerné plusieurs localités dont entre autres Bundunkamba, Kebakoro, Bukere, Kalo, Tiou, Nimbu, Simdengiri, Kombri et Niniguin. 17 terroristes ont été neutralisés dans cette opération conduite par les unités du groupement de forces pour la sécurisation du Nord et les VDP de la zone. De l'armement, des munitions, des postes radio, des motos, des taxis-motos ont également été récupérés. Des résultats engrangés grâce à la coordination entre les forces terrestres et les vecteurs aériens qui ont permis d'identifier très précisément les repères terroristes et d'y mener des raids victorieux. Aucune perte côté ami n'a été enregistrée, précise le bulletin d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national. L'opération Ompompo, qui veut dire nettoyer en langue gounsi, a permis de neutraliser 9 terroristes, de détruire 5 bases terroristes, de désamorcer des engins explosifs, de récupérer de l'armement et des moyens roulants et de saisir du matériel de campement. Cette opération s'est déroulée du 25 au 29 mai dernier. Elle a été menée par des unités terrestres à la suite d'intenses tirs d'artillerie sur des positions terrestres précisément localisées grâce au service de renseignement selon le bulletin d'information du service de communication des armées. Des opérations de ratissage ont été menées dans les localités de Boum, Kalabo, Zelassé, Gossina, Nagarpolo, Kwalio et Zamo. Des bouclages et des fouilles ont également été conduits dans d'autres localités de la même zone, près de Tenado, peut-on lire dans le bulletin d'information. L'opération Boulgoudou 2, elle, avait pour objectif de traquer les terroristes qui sévissent dans la zone afin de ramener la quiétude et notamment sur la RN16 menant à la ville de Bitou. L'opération toujours en cours a permis déjà, selon le service de communication des armées, de neutraliser plusieurs terroristes. Des engins explosifs improvisés ont également été neutralisés au cours de la progression des unités. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la reconquête du territoire national. Dans un communiqué de presse de ce jeudi 1er juin, la direction de la communication et des relations publiques des armées a indiqué qu'une unité du 12e régiment d'infanterie commando, appuyée par le 2e bataillon d'intervention rapide, a énergiquement riposté à une embuscade complexe le mercredi 31 mai dans les environs de Tibou, dans la province du Lorum. Les unités qui escortaient un convoi de vivres au profit des populations de Titao ont été prises à partie par une centaine de terroristes. Au moins 50 terroristes ont été neutralisés, 2 civils qui faisaient partie du convoi ont malheureusement été mortellement atteints et 8 autres personnes blessées. L'École nationale des douanes est désormais certifiée ISO 9001 version 2015. Le certificat de cette norme qualité a été remis officiellement à l'école en question ce 31 mai 2023 au cours d'une cérémonie. Les enjeux et les avantages de cette certification dans ce reportage que nous propose Fatima Tanikema. Créée en 1970, l'École nationale des douanes END est depuis 2005 le premier centre régional de formation en Afrique. Ce pôle régional de formation des cadres pour l'Afrique occidentale et centrale a décidé depuis 2019 d'inscrire son système de management dans la dynamique de certification ISO 9001 version 2015. L'ambition étant d'améliorer de façon permanente et continue la qualité des prestations de l'école tout en les rendant conformes aux standards internationaux. Et pour atteindre cet objectif, il a fallu suivre un long processus, explique Mathieu Ouedraogo, directeur général d'Afrique Compétences Burkina, cabinet qui a suivi le processus de certification. D'abord, on a commencé par un diagnostic qualité. Un diagnostic qualité qui a permis de mesurer le niveau de conformité de l'École nationale des douanes par rapport aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015. Et ça nous a permis
de mettre en place un plan d'action de mise en conformité. Et la deuxième étape, il s'agit de faire des enquêtes. Donc on a fait des enquêtes auprès des différents partenaires, les parties intéressantes, pertinentes. Alors ça nous a permis de prendre en compte leurs préoccupations dans l'élaboration de la planification de l'École nationale des douanes. Ensuite est intervenue l'élaboration d'un plan stratégique suivi d'un tableau de bord qualité et l'élaboration des outils et documents pour le système de management de l'école. C'est après ce processus qu'il a eu l'évaluation de la maturité du système et l'audit de certification. Et c'est au bout de ce parcours que l'END a été notifié de son admission à la certification le 5 janvier 2023. Mais c'est ce 31 mai que le directeur de l'END, Casimir Sawadogo, a reçu le dit certificat de la norme qualité ISO 9001 version 2015. Il représente le résultat d'un travail acharné pendant plusieurs années, parce que nous avons cherché à mettre nos systèmes de travail à la certification ISO 9001 version 2015. Et pendant plusieurs années, nos méthodes de travail ont été analysées, scrutées, on a corrigé les erreurs et en fin d'année 2022, on a estimé que nous satisfaisons les normes internationales des méthodes de management dans notre École nationale des douanes. Cette cérémonie de remise officielle du certificat de la norme ISO 9001 version 2015 à l'END a eu pour président le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. À en croire Nicolas Kobiané, cette certification s'inscrit dans la dynamique de réforme et de modernisation des écoles placées sous la tutelle du ministère. Il a saisi l'occasion pour inviter l'END à veiller à la prévention des aléas internes et externes pouvant compromettre l'intégrité de son système de management. Hors de chez nous, au Sénégal, la sentence est tombée pour Ousmane Sonko. L'opposant sénégalais a été condamné ce jeudi 1er juin à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La chambre criminelle l'a en revanche acquitté des faits présumés de viol dont il était accusé. À Dakar, les manifestations se poursuivent entre forces de l'ordre et la jeunesse. Regardez. La justice sénégalaise condamne l'opposant politique Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La chambre criminelle de Dakar, la capitale, a statué jeudi 1er juin. Le procès de l'affaire Ousmane Sonko Hadji Sarr, une employée d'un salon de massage, s'était tenu le 23 mai en l'absence de M. Sonko. Ce dernier a depuis le début de cette procédure, commencée en février 2021, toujours dénoncé un complot afin de l'écarter de la course à la présidentielle. La qualification corruption de la jeunesse consiste à débaucher ou à favoriser la débauche d'un jeune de moins de 21 ans. Selon la loi sénégalaise, il s'agit d'un délit et non pas d'un crime, comme le viol. L'accusé aurait été déchu de ses droits électoraux s'il avait été condamné par contumace pour viol. Toutefois, la requalification des faits en délit maintient, au vu du code électoral, la menace sur l'inéligibilité d'Ousmane Sonko et sur sa faculté à se présenter à la présidentielle de 2024. Après l'annonce du verdict d'Ousmane Sonko, de nouveaux heurts ont opposé les forces de sécurité et ses partisans à Dakar, dans d'autres villes du Sénégal également. Nous avons joint un confrère depuis Dakar, Sani Moumouni, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il est le rédacteur en chef de West African Democracy Radio. Il nous donne plus de détails sur cette chaude journée après l'annonce du verdict d'Ousmane Sonko. Suivons. Dakar ressemble aujourd'hui à une ville fantôme. Le centre-ville, habituellement bondé, est vide. Les tirs de grenades lacrymogènes ont baissé en intensité. Policiers et gendarmes, certes, ont été déployés en masse, mais cela n'a pas empêché des groupes de manifestants de s'en prendre à des biens, surtout publics. C'est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qu'on a enregistré pas moins de 10 voitures et bus brûlés, des amphithéâtres saccagés et brûlés dans plusieurs facs. Il y a eu des arrestations, d'autres villes sont en ébullition également. C'est le cas à Ziguinchor, dans le sud du pays. Ziguinchor, dont Ousmane Sonko est le maire. À Saint-Louis, dans le nord du pays, des échauffourées ont été signalées également. Plusieurs sources dressent un bilan de 2 morts. Aucune confirmation du ministère de l'Intérieur pour l'instant. Le parti de Ousmane Sonko, PASTEF, les Patriotes, appelle dans un communiqué le peuple sénégalais à descendre dans la rue
Yewi Askanwi, sa coalition, vient également de sortir un communiqué pour accuser Macky Sall de haute trahison et exiger sa démission. Du côté du F24, cette plateforme de partis politiques et d'organisations de la société civile mobilisée contre un éventuel troisième mandat du président sénégalais, Aminata Touré a pris la parole. Elle s'insurge contre cette condamnation de Ousmane Sonko. Voilà qui met fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. Bonsoir.